Gauan deneri eta ongi etorri, EH Baien udako unibertsitatean molde egokitu juntarat, kontestu sanitarioa dela eta. Eta beraz molde virtualean ari girenez, asientzin gaurko gaian, bioak tekniko eginen ditut, beraz alde batetik konferentzia Zoom bidez segitzen ari zireztener, horretarazten dizuet, beraz kamera eta mikroa itzali behar dituzuela, eta ez berriz hunkitu, saioak iraunen duen arte guzian interferentziak egiten baititu. Eta bestalde batetik, itzaldi hau virtuala izanik ere, jakin ezazue zuen galderak egiten alko dizkiozuela gure gaurko gomitari, ordean idatziz biztan dena, edo hemen Zoomeko chat honetatik, edo bestelan Facebooketik segitzen gaitu zuenen dako, Facebooken bidez, ere zuen galderak luzatzen alditu zuela, beraz justut ez du da. Voilà, je précise, c'est juste pour les personnes non bascophones qui nous écoutent. Deux petites remarques techniques avant de rentrer dans le vif du sujet. On vous demande de désactiver vos micros et caméras et de ne plus y toucher jusqu'à la fin de la conférence parce que ça crée des interférences. Et d'autre part, bien que cette conférence soit virtuelle, du fait du contexte, on veut que dans la mesure du possible, elle soit aussi participative. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à notre invité de ce soir, par le biais, pour ceux qui nous suivent par Zoom, par le biais du chat de Zoom, et pour ceux qui nous suivent par Facebook, eh bien directement par Facebook, vos questions écrites seront posées ensuite donc, à Jean-Guy Talamoni. Ara, beraz, bardalen itzaldia iragantzen, Kataluniako begiradatik autodeterminazio eskubidearen aldeko mobilizazio herritarra aztertu ginuen, unen ibilbidea eta perspektibak, gure bi gomitekin, eta goizean berriz COVID-aren biharamunak sortu duten egoera, eta horri aurre egiteko alternatibak aipatu ditugu atakeko horreli truberekin. Eta ratxuntakoa parte batean agian bi gai horien sintesia izan daiteke. Goizeko saioaren aritik, koronavirusak eragin krisia sanitarioa, ekonomikoa eta soziala, krisia horri, nola horre egin diezaiok egun aztertzen aritu gira, eta gaurkoan ere hortan arituko gira. Erronka handia dugu aintzinean, eta erronka handionen alternatibak maila globalian bezain bat Euskal Herritarrek, lokalki, edo herriek, berek, herri bezala, eraikiko dituzten alternatibak izanen dira, hortaz konbentzitua gira Eskolegia Baien, eta zentzu hortan dugu antolatu gaurko saioa, kanpoko adibidetatik ikasteko eta Kortxikatik hain zuzen ere. Kortxikan herri bezala, bertako instituzioetatik krisia biharamun honen testu inguruan, zer eraikitzen ari diren aztertu nahi dugu, gure gaurko gomitarekin, eta hortarako gurekin dugu Jean-Guy Talamoni, Kortxikako kolektibitateko biltzajaren lehendakaria, eta Korsika Libera mugimendu independentistako kide ere bai, eta eskertzen dugu gure gomitari baikorki erantzunik. Bonjour Jean-Guy, merci beaucoup d'avoir répondu positivement à l'invitation d'Eskolegia Bai. Donc je rappelais un petit peu les conférences qui ont eu lieu hier soir et ce matin, et je me suis avancée à dire que peut-être avec le sujet de ce soir on fera une synthèse des deux, puisqu'on a parlé du droit à l'autodétermination hier soir, et ce matin on a parlé des alternatives à la crise sanitaire mais aussi sociale et économique. Voilà. Donc ce soir, on voudrait en fait analyser, en partant de votre expérience en Corse, la question de la construction ou reconstruction du monde d'après Covid, et plus particulièrement la question de la réponse aux conséquences économiques et sociales en tant que peuple, en tant que territoire de la Corse. Donc on va essentiellement parler du revenu universel, de l'initiative que vous avez prise au sein de l'Assemblée de Corse. Mais peut-être avant ça, est-ce que tu pourrais un petit peu nous relater la gestion de la crise sanitaire de ces derniers mois, puisque je pense qu'on aura peut-être quelques similitudes entre ce qui s'est passé en Corse et au Pays Basque. Ici, en tout cas, il nous semble que la crise sanitaire a laissé en évidence que face au décret qui arrivait de Madrid ou de Paris, face à une gestion très centralisée de cette crise, nos institutions locales, des plus petites, des municipales, jusqu'aux mieux dotées ici, qui pourraient être les communautés autonomes au Pays Basque Sud, mais on s'est rendu compte que ces institutions avaient finalement très peu de pouvoir d'intervention sur des décisions qui pourtant concernaient directement les habitants. Donc en Corse, comment est-ce que vous avez vécu la gestion de ces derniers mois et quels obstacles vous avez rencontrés?
Salut à toutes et salut à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour répondre clairement à la question, c'est vrai que nous avons été largement descendus. Donc, s'agissant des décisions relatives à la gestion de la crise, puisque l'État français, qui est, comme chacun le sait, extrêmement centralisé, a, sur cette crise, été omniprésent, a décidé de tout, parfois d'ailleurs de manière assez particulière, avec des contradictions, avec des changements de doctrine, de position sur des sujets importants, les masques par exemple, mais pas seulement. Et en fait, les territoires, globalement, ont été dessaisis et la collectivité de Corse en particulier. Alors, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas eu des contacts réguliers avec l'administration de l'État, parce que c'était le cas. Donc, pendant toute la crise, nous avions une cellule de crise qui se réunissait tous les matins. Donc, nous avions également donc des réunions hebdomadaires avec le préfet de région et avec les autres élus, notamment les députés et les sénateurs, les parlementaires. Donc, en fait, l'information, elle était censée circuler. En réalité, elle ne circulait pas tant que ça, mais surtout, la décision n'était pas partagée. Alors, il y a eu donc un certain nombre de choses qui se sont passées à Paris et qui ont privé de toute crédibilité les institutions politiques de façon générale. Malheureusement, lorsqu'il y a quelque chose dans ce genre-là qui se produit, cela réagit sur toutes les autorités politiques, y compris les élus que nous sommes. Lorsque les citoyens voient qu'il y a des contradictions extrêmement graves dans une situation de crise au plus haut niveau d'un État, eh bien, c'est vrai que ce discrédit, malheureusement, frappe un petit peu tout le monde, y compris ceux qui ne sont pour rien. Lorsqu'on a vu, par exemple, Mme Buzyn, bon, c'est pas pour accabler Mme Buzyn, qui n'est pas dans cette affaire la seule responsable, tant s'en faut, mais elle était quand même ministre de la Justice donc pendant une période importante de la crise. Elle s'est présentée aux élections à Paris et quelques jours plus tard, elle fait un article dans une interview dans Le Monde, dans lequel elle dit qu'il n'aurait pas fallu faire ça, que c'était une mascarade, je cite, en gros qu'ils étaient terrorisés parce qu'ils savaient qu'il se passe quelque chose de très grave et donc ils faisaient comme si de rien n'était. C'est-à-dire en fait qu'on admettait au plus haut niveau de l'État français qu'il y avait eu un mensonge et donc cela a été dévastateur s'agissant de la crédibilité bien sûr des autorités d'État, mais je crois, comme je le disais, de façon plus générale sur l'ensemble des autorités publiques. Donc c'est grave, lorsqu'il se passe des choses pareilles, parce qu'après, évidemment, les citoyens ne savent plus à quel sens se vouer, et puis d'autant que dans le même temps, les scientifiques eux-mêmes n'étaient pas d'accord entre eux. Alors on a vu ce haut conseil scientifique qui était proche du président de la République française, qui était généralement assez docile, donc, puisqu'il avait même dit qu'on pouvait organiser le premier tour des élections municipales, alors qu'il était tout à fait évident qu'il ne fallait pas le faire. Par exemple, je suppose que ça a été la même chose un peu partout, mais nous n'avions pas à l'époque de masques, de gel pour le personnel soignant. Et donc, pour le premier tour des élections, il y avait du gel et des masques dans tous les bureaux de vote. Donc, c'est quelque chose qui a scandalisé, bien sûr, le personnel soignant, mais également les citoyens. Donc, plus tard, on sait qu'il y a eu des retombées extrêmement graves, puisqu'il y a des élus qui sont morts, il y a des maires qui sont décédés, des conseillers, des adjoints. Nous avons eu aussi en Corse des morts directement liées donc, à la campagne électorale. Donc, en petit nombre, bien sûr, mais ce cas s'est produit. Donc, en fait, ce que nous pouvons dire, c'est que l'État a fait un petit peu, c'est vrai, n'importe quoi dans cette affaire. Bon, sur la question des masques, on nous a dit qu'ils ne servaient à rien parce qu'il n'y en avait pas. Et ensuite, donc, maintenant, on entend l'imposer dans toutes les situations, y compris peut-être des situations, bon, on parle de masques pour les personnes qui sont à vélo. Est-ce que c'est tout à fait nécessaire? Bien sûr que, d'une façon générale, il faut encourager tout un chacun à porter le masque. C'est tout à fait évident. Bon, les recoupements que l'on peut faire à partir de ce que disent les scientifiques, bien sûr, nous le confirment. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a donc des différences de doctrine suivant les moments et donc ceux au plus haut niveau de l'État. Donc nous,
Dans cette situation-là, nous n'avons pu faire que des propositions, notamment de ne pas organiser le premier tour des élections. Bon, vous savez ce qu'il en a été. Nous avons également, moi j'étais intervenu dès le début de la crise pour qu'on interrompe le trafic de passagers entre l'Italie et la Corse, parce qu'à ce moment-là, il y avait une crise très forte en Italie et la Corse était indemne et on ne voyait pas l'utilité de maintenir ce trafic de passagers qui ne pouvait avoir que des conséquences négatives, d'autant qu'à l'époque même, l'Italie avait décidé de ne plus laisser communiquer ses citoyens des différentes régions. Donc, l'Italie l'appliquait à l'intérieur de l'État et nous recevions tous les soirs des passagers donc, à Bastia qui venaient de Livourne, ce qui était complètement… Donc, je n'ai pas été suivi sur ce point par l'administration de l'État et ça a encore duré très longtemps et on sait qu'on a accueilli, y compris des Italiens qui avaient des résidences secondaires donc en Corse et qui étaient infectés. Hein, donc on l'a su. Alors, ce n'était pas leur intérêt non plus, hein, parce qu'ils auraient été beaucoup mieux soignés chez eux, compte tenu de la fragilité de notre système de santé en Corse. Hein, je dirais quand même, parce que c'est un point important, je vous donnerai quelques éléments techniques. Hein, le plan régional de santé pour 2018-2023, plan régional de santé qui était prévu avant la crise. Hein. Donc, il prévoyait 6 lits de réanimation pour 100 000 habitants de Corse, alors que la moyenne française était à 11,6, c'est-à-dire pratiquement le double. Donc, on mesure la fragilité de notre système de santé avant la crise, hein, donc, hein, à cet égard. Par ailleurs, nous n'avons pas de CHU, alors que tous les territoires, donc en France, ont un CHU, certaines régions en ont plusieurs, donc nous n'avons pas de CHU. Donc, un système de santé donc, extrêmement fragile, dégradé, des hôpitaux en difficulté sur les moyens matériels et humains. On nous a envoyé à un moment donné, au plus fort de la crise, un avis politique pour évacuer les malades hors de porte, et on nous a présenté ça comme un cadeau. En réalité, c'était la reconnaissance de la fragilité de notre système de santé et donc des carences qu'il y avait. Donc, tout ça pour vous dire qu'en réalité, nous avons été dans une situation délicate à un moment donné, délicate, les services de réa débordés, nous avons été dans une situation délicate et nous n'avions pas de prise sur cette situation, ce qui était particulièrement inquiétant, surtout compte tenu de la façon dont l'État gérait les choses, c'est-à-dire de manière extrêmement contestable. Nous avons également fait une proposition. Ordan, arazo bat dugu, iduriz, moztura bat izan da, beraz, jatuko gira horren arrainatzen. Ah, hor da. Est-ce que tu nous entends, Jean-Guy? Oui, simplement, je voulais ajouter donc, que s'agissant du déconfinement, nous avions fait une proposition qui permettait à la fois d'accueillir un certain nombre de touristes, parce que la Corse en a besoin sur le plan économique, dans la mesure où le tourisme représente en Corse 31% de notre PIB. Pour faire une comparaison, en France, c'est 7%. Hein. Donc, chez nous, c'est vraiment une part du PIB très importante. Donc, les conséquences économiques et sociales, je dirais, d'une année blanche en matière touristique, les conséquences auraient été extrêmement graves. Donc, nous avions, fait des propositions pour à la fois pouvoir accueillir un certain nombre de touristes et en même temps assurer la sécurité sanitaire à travers un certificat sanitaire. Hein. Un certificat sanitaire qui aurait été fait sur la base d'un test, de manière à sécuriser la destination Corse, ce qui aurait été profitable aux touristes et bien sûr à la population résidente. Bon, ceci a été refusé par Paris. Bon, en réalité, donc la conclusion dans cette affaire, c'est que la Corse a été totalement dessaisie, hein, donc sur tous les sujets, que c'est l'administration d'État et le gouvernement qui ont pris toutes les décisions, que ces décisions étaient souvent contestables, mais que donc nous, sur le plan juridique, nous n'avons eu véritablement aucunement les moyens de contrer, y compris les décisions qui nous paraissaient les plus négatives. D'accord. On va peut-être maintenant s'attacher à l'après, du coup, parce que
Bon, il y a la gestion encore à l'heure actuelle de la situation sanitaire, mais se profile aussi à l'horizon des conséquences économiques et sociales profondes. Et justement, on souhaitait parler d'une des initiatives que vous avez prises à la collectivité de Corse, avec l'adoption en avril dernier, si je ne me trompe pas, d'un rapport consacré à la mise en place du revenu universel en Corse, que vous envisagez du coup dans la nouvelle situation aussi comme un levier de lutte contre la crise actuelle. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer voilà, d'où vient cette proposition et quelles sont les raisons qui vous ont amené à étudier la faisabilité d'un tel projet à l'échelle de l'ensemble de la Corse? Alors en fait, s'agissant de la Corse, donc les choses partent d'assez loin, hein, puisque j'avais proposé à l'Assemblée de Corse en 2017 un rapport, donc créant donc une commission qui devait travailler sur la question du revenu universel. Alors à l'époque, nous étions loin de la crise du coronavirus, mais en revanche, eh bien, nous savions qu'il y avait un certain nombre de problèmes qui allaient se poser, indépendamment de toute crise de cette nature. D'ailleurs, un peu plus tard, hein, en 2019, le CDE a reconnu que dans les 20 ans qui venaient, il y aurait la destruction de 14% des emplois. Donc, cela, évidemment, on le voyait venir depuis un certain nombre d'années. Et donc, ces difficultés-là étaient des difficultés qui existaient avant même la crise du coronavirus. Donc, en fait, nous étions, pour notre part, à Corsica Libre, nous étions convaincus, indépendamment de toute crise particulière, que le revenu universel était véritablement salutaire sur, je dirais, à maints égards. Alors, bien entendu, le revenu universel, ça permet déjà puisque, comme son nom l'indique, il est versé à tout le monde, d'effacer la stigmatisation qui est liée souvent aux prestations sociales, hein, puisque à partir du moment où tout le monde le touche, cela met d'une certaine façon tout le monde à égalité. Le revenu universel supprime le non-recours. Le non-recours, ça veut dire simplement que des personnes, des familles qui ont droit à des prestations sociales ne les perçoivent pas, faute d'être en état de les demander. Hein, donc, faute d'être en état de remplir les dossiers, de faire la démarche. Bon, certains également ont honte de demander, cela existe aussi, hein, des prestations sociales. Et alors, c'est pas un véritable fléau, hein, le non-recours, parce que des personnes et des familles qui ont droit aux prestations sociales et qui ne les perçoivent pas, c'est la porte ouverte vers la précarité la plus noire et vers l'exclusion. Donc on voit que c'est véritablement un fléau qui serait supprimé simplement par le revenu universel. Le revenu universel, c'est aussi le moyen pour chacun de choisir véritablement une profession en fonction de sa vocation et de ses talents, hein, sans être pressé par des besoins alimentaires. Ça vous permet de continuer vos études si vous le désirez, ça vous permet de prendre le temps de vous lancer dans une profession qui correspond vraiment à vos aspirations. Donc, ce qui ouvre évidemment la voie à une vie plus épanouissante, hein, pour l'individu, mais c'est aussi positif pour la société parce qu'un talent gâché, c'est une perte sèche pour la société et pas seulement pour l'individu en question. Donc, véritablement, à cet égard également, le revenu universel est extrêmement positif à notre égard, indépendamment de toute crise. Et puis, bien entendu, c'est le moyen d'éliminer la pauvreté. C'est aussi, il faut le dire, un moyen de rééquilibrer les relations dans le monde du travail, hein, entre les salariés et l'employeur. Hein. Au moment de la signature du contrat de travail, évidemment, le salarié est beaucoup plus libre de choisir parce qu'il a cette sécurité. Et même pendant l'exécution du contrat de travail, le salarié qui, à un moment donné, envisage de faire grève le fera plus facilement s'il a ce filet de sécurité. Donc, on voit qu'à tous égards, sur le plan social, le revenu universel présente des avantages considérables. En temps normal. Alors, lorsqu'il y a eu la crise du coronavirus qui s'est déclarée, eh bien, cette question est revenue, je dirais, à l'échelle planétaire, hein, sur la table des discussions. Il y a eu un regain d'intérêt pour le revenu universel. Pourquoi ? Parce qu'il y a
un grand nombre de personnes et de familles qui ont été brutalement privées de ressources. Et cela a été extrêmement douloureux, et notamment pour des familles qui ne percevaient pas de prestations sociales parce qu'elles avaient des revenus avant la crise du coronavirus, des revenus raisonnables. Et des personnes à qui on a demandé de fermer leur boutique et d'arrêter leur exploitation artisanale, ça a eu des conséquences terribles, hein, en Corse comme ailleurs. Nous avons eu des cas effectivement de grande précarité brutale, hein, donc à cet égard. Donc évidemment, au moment où la crise s'est déclarée, le revenu universel a bénéficié d'un regain d'intérêt. Mais la Corse avait pris 3 ans d'avance, hein, puisque nous avions commencé dès 2017 à travailler sur la question. Nous avions fait ça de manière méthodique, en travaillant bien sûr avec toutes les entités concernées, les administrations, donc les CPAM, avec bien entendu tous les spécialistes de la question que nous avons entendus, spécialistes experts internationaux s'agissant du revenu universel, dont certains d'ailleurs se sont déplacés en Corse pour travailler avec nous. Et puis nous avons travaillé avec un expert que nous avons d'ailleurs recruté pour l'occasion, qui est Marc de Basquiat, qui est le président de l'AIRE, donc qui est un expert s'agissant du revenu universel. Et nous avons travaillé et nous avons élaboré un projet, techniquement un projet, dans une démarche de co-construction, puisque dans cette commission que je présidais, il y avait l'ensemble des groupes de l'Assemblée qui étaient représentés, non seulement ceux de la majorité, de notre majorité, mais également ceux de l'opposition. Et cela a permis de faire un travail vraiment concret. Au moment où la crise du coronavirus s'est déclarée, nous, en fait, nous avions déjà pratiquement conclu nos travaux. Donc, j'ai réuni une dernière fois cette commission en avril pour conclure véritablement donc, le travail sur le projet, sur ce projet de revenu universel. Donc, on a fait une réunion, évidemment, en audioconférence, hein, puisque nous étions en pleine crise. Hein. Et nous avons donc conclu ces travaux. Dans la foulée, j'ai déposé un rapport devant l'Assemblée de Corse qui se réunissait aussi d'ailleurs en visio à ce moment-là. Hein. L'Assemblée de Corse a voté sans opposition le rapport, hein, donc l'idée de ce revenu universel, et là c'est plus qu'une idée en fait, puisque c'est un projet qui est techniquement abouti. Ce projet a été validé par l'Assemblée de Corse. Alors il y a eu une évolution de certains groupes de l'opposition, notamment des groupes de droite qui, il y a 3 ans, étaient très très opposés à l'idée même de revenu universel. Hein. Bon, vous connaissez un petit peu le genre de prévention qui pouvait y avoir s'agissant du revenu universel. On va payer des gens à rien faire, ça va engendrer encore plus de fainéantise, etc. Bon, c'est pour moi une argumentation qui ne tenait pas, donc même avant la crise du coronavirus. Mais elle a été balayée totalement par la crise du coronavirus parce que les familles, les personnes qui ont été mises en difficulté brutalement à l'occasion de cette crise, ce sont souvent des personnes qui ont travaillé toute leur vie et qui, d'un coup, sur injonction des autorités publiques, étaient obligées de fermer leur établissement. Donc, en fait, lorsque nous avons présenté devant l'Assemblée en avril notre projet, les élus qui étaient les plus opposés il y a 3 ans ne se sont pas opposés de la même manière et ont opté pour une abstention bienveillante en disant que, compte tenu de l'évolution des choses, il ne fallait se priver d'aucune expérimentation s'agissant des perspectives extrêmement sombres qui existaient sur le plan social, puisqu'on savait bien que derrière la crise sanitaire, il y aurait aussi une crise économique et sociale. Donc, ce premier argument avait été balayé, l'argument tiré de la fainéantise prétendue. Moi, je dis que même avant la crise du coronavirus, ceux qui étaient éligibles aux prestations sociales n'étaient pas des fainéants, mais des personnes, évidemment, dans les difficultés. Mais enfin, on sait très bien qu'il y avait aussi cette manière de présenter les choses, notamment de la part d'une partie de la droite. Et puis, il y avait un deuxième argument qui a été balayé par la crise du coronavirus, c'est le coût de cette mesure, le coût du revenu universel. Pourquoi cet argument a-t-il été balayé? Simplement parce qu'on s'est rendu compte immédiatement qu'il fallait mettre de toute façon beaucoup d'argent sur la table du fait de cette crise pour empêcher un chaos social. Et on a vu donc que l'État a décidé de mettre beaucoup d'argent et c'était tout à fait nécessaire, et que même l'Europe a revu sa doctrine, notamment s'agissant de la dette. Donc on voit bien que s'agissant du coût du revenu universel,
cet argument ne tient plus, le revenu universel étant une manière méthodique, raisonnable et opportune, à notre avis, de gérer l'argent qui va être, en tout cas une partie de l'argent qui va être mis donc sur la table pour pallier les graves difficultés nées de la crise du coronavirus. Donc en fait, l'Assemblée de Corse a, dans un relatif consensus, c'est-à-dire sans opposition, donc a voté pour ce projet. Alors c'est un projet qui aboutit, mais c'est un projet qui maintenant ne peut être mis en œuvre qu'avec, je dirais, l'accord de l'État, et du gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est l'administration fiscale qui peut mettre en route ce projet, puisque ce projet est lié au prélèvement à la source. Donc c'est l'administration fiscale qui doit soit opérer un crédit d'impôt pour les personnes qui ont des revenus relativement confortables, et c'est l'administration fiscale qui doit verser donc à ceux qui sont dans une autre situation, à ceux qui sont dans une situation difficile, qui doit verser le revenu universel. Alors tout le monde le perçoit, mais soit sous forme d'un versement, soit sous forme d'un crédit d'impôt pour ceux qui ont des revenus. Voilà un petit peu l'esprit. Alors bien entendu, donc il y a un calcul qui est un peu technique que nous n'allons pas aborder ici, mais ceux qui sont intéressés peuvent aller sur le site de l'Assemblée de Corse pour avoir accès au rapport sur le revenu universel, le rapport qui a été adopté en avril dernier. Ce qu'il y a de certain, c'est que la Corse est en avance s'agissant de cette question. Ce n'est pas tous les jours d'ailleurs que la Corse est en avance, mais là nous sommes en avance parce que ça fait 3 ans que nous travaillons de manière méthodique sur cette question du revenu universel. Est-ce que vous m'entendez? Alors, oui. Alors, c'est vrai qu'on peut s'étonner quand même que ce projet ait reçu l'adhésion de toutes tendances confondues. Donc, tu nous as expliqué un peu le contexte, c'est peut-être la crise du Covid et ce qu'elle a amené comme conséquence qui a fini de convaincre, ou en tout cas qui a amené les personnes les plus réticentes à adhérer. Du coup, on peut se demander si sur le long terme, cette adhésion à ce type de mesures va perdurer. Est-ce que finalement une gestion de la crise qui serait basée sur des aides à la relance de l'activité économique, sur des aides aux entreprises, ne va pas avoir plus la faveur de certaines sensibilités politiques qu'une alternative qui vient en fait directement aider les habitants de la Corse? Est-ce que cette adhésion-là, on peut vraiment construire quelque chose dessus? Alors, je le crois. Je crois que l'on peut construire. Et c'est vrai qu'il y a des incertitudes qui sont très importantes s'agissant de l'avenir immédiat, c'est-à-dire après la rentrée que nous sommes nombreux à redouter, parce que c'est vrai que la situation économique et sociale à la rentrée qui est maintenant toute proche risque d'être difficile, et donc je crois que y compris le gouvernement français peut avoir intérêt à ce que cette expérimentation ait lieu en Corse. Alors peut-être aura-t-elle lieu sur l'ensemble de la Corse, ce serait l'idéal. Elle pourrait éventuellement avoir lieu sur une partie du territoire de la Corse, par exemple dans une communauté de communes. Ça aussi, c'est envisageable à titre d'expérimentation. Mais pour nous, il est vraiment essentiel que cette expérimentation ait lieu. Et nous pensons que si elle a lieu, ce sera profitable non seulement, bien sûr, à la Corse, mais également au-delà de la Corse. Parce que, en réalité, l'argent qui va être mis pour la relance du développement économique, bien sûr que cet argent, il y a beaucoup d'argent qui est prévu à cet égard. Il devrait avoir aussi un effet, et cette démarche de relance est nécessaire. Après, il y a les prestations sociales, je dirais, classiques, donc qui vont être versées également. Mais on voit bien que, eu égard à l'ampleur des dégâts déjà enregistrés, alors moi je parle pour la Corse puisque nous sommes au fait de la situation plus particulièrement, donc évidemment en Corse, il y a une situation extrêmement dégradée. La Corse était dans une situation sociale difficile, elle est dans une situation sociale encore plus difficile aujourd'hui. Donc au-delà de la Corse, on sait qu'il y a un grand nombre de problèmes. Et en plus, on ne sait pas trop
dans quelle mesure la crise, la poursuite de cette crise sanitaire, parce qu'elle n'est pas derrière nous, la crise sanitaire, on parle déjà des retombées économiques et sociales de la crise sanitaire, mais pendant ce temps, la crise sanitaire continue et malheureusement, on craint de nouvelles vagues. Alors, comme on est vraiment dans un grand nombre d'incertitudes, je crois que l'idée du revenu universel, qui est un filet de sécurité, devrait pouvoir nous permettre de traiter à la fois la situation actuelle et également de nous prémunir contre des secousses à venir. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que vraiment, alors bien sûr, à l'heure où nous parlons, nous ne savons pas quelle va être la réponse du gouvernement, nous ne savons pas quelle va être la suite de la crise sanitaire, nous ne savons pas quelle va être l'ampleur de la crise économique et sociale, mais beaucoup redoutent qu'elle soit considérable. Mais je crois que le revenu universel, déjà comme expérimentation, c'est vraiment quelque chose, pour dire les choses familièrement, qui est dans le coup là, parce que également qui est dans le tempo. C'est maintenant qu'il faut faire l'expérimentation, c'est maintenant qu'il faut lancer cela. Il faut profiter de l'avance que nous avons pris parce que c'est vrai que nous étions un certain nombre d'élus, notamment à Corsica Libera, nous étions un certain nombre d'élus à croire donc, dans les vertus du revenu universel, indépendamment de la crise. Donc, nous avons travaillé, c'est vrai aujourd'hui, un projet qui est sur le plan technique abouti. Il pourrait être appliqué demain, ce projet, en fait. Il suffirait que le gouvernement autorise l'administration fiscale à effectuer donc ce calcul et à opérer les versements et les crédits d'impôt correspondants. Donc, c'est un calcul simple, robuste et qui pourrait être appliqué dès à présent. Alors voilà, pour l'instant, évidemment, nous ne pouvons pas l'appliquer. La collectivité de Corse n'a pas la possibilité de l'appliquer par elle-même. Hein, nous n'avons pas les compétences, nous n'avons aucune autorité sur l'administration fiscale du reste. Et dans le projet que nous avons construit, l'administration fiscale a un rôle essentiel. Voilà, donc nous pensons vraiment, et nous avons insisté, nous avons fait jouer tous les relais que nous avions à Paris, pour essayer de faire avancer notre projet. Nous pensons vraiment que ce projet, il n'est pas uniquement important pour la course. J'en profite, avant de te relancer justement pour faire le lien à ce que tu viens de dire en dernier, j'en profite pour rappeler aux gens qui nous écoutent qui peuvent poser leurs questions par écrit, par le biais du chat de Zoom ou par Facebook. Et voilà, je vous invite vraiment à le faire, puisque là, on a une personne qui peut nous apporter des réponses très concrètes, puisque comme tu l'expliquais, il y a vraiment un dossier, une étude vraiment technique de la mise en place de cette initiative du revenu universel, dont on a déjà parlé au sein des HEBAI aussi il y a quelques temps, mais plus sur un aspect global, on va dire. Donc, en fait, je voulais faire le lien avec une autre un peu le fil rouge de nos universités entre les conférences d'hier soir et de ce matin. Donc là, pour l'instant, même si ce projet de revenu universel a suscité l'adhésion ou en tout cas pas d'opposition franche au sein de l'Assemblée de Corse, l'obstacle, c'est le fait que vous ne puissiez pas le mettre en place de vous-même. Donc, pas de compétences fiscales, pas d'autorité pour le faire. Donc, du coup, ça nous amène à une autre question. Est-ce que, d'après toi, ce contexte de crise qui va nous amener à devoir faire face à des situations qui existaient peut-être déjà, mais qui seront exacerbées par les conséquences de la crise. Est-ce que ce contexte, d'après toi, du point de vue de nos luttes justement de libération nationale et sociale, et de notre volonté de nous doter de plus en plus de prérogatives à l'échelle de nos pays, est-ce que ce contexte présente, d'après toi, des risques ou au contraire une opportunité pour nos luttes de libération nationale et sociale? Alors, évidemment, nous, il faut que nous soyons extrêmement énergiques dans cette situation-là pour faire valoir nos droits et nos intérêts nationaux. Hein. Donc, effectivement, chercher à avoir davantage de compétences, surtout que nous sommes face à des décisions prises par Paris, en particulier Paris, mais pour nous c'est Paris, donc des décisions qui sont extrêmement mal vécues, hein, donc
y compris d'ailleurs en France, hein, pas seulement en Corse. Mais il y a des décisions qui sont mal vécues, il y a une espèce d'amateurisme quand même, hein, donc des responsables parisiens face à la crise du Covid. On les sent souvent démunis. Je pense que effectivement, nous devons avoir des revendications extrêmement fortes et montrer que nous sommes capables de faire mieux que ce que Paris nous impose. Du reste, il a été largement reconnu, y compris à Paris, y compris dans la presse parisienne. Il y a eu des articles en ce sens que la mauvaise gestion, parce que c'est une gestion qui est globalement mauvaise par Paris de la crise du coronavirus, que cette mauvaise gestion est largement liée au centralisme français. Hein, et des comparaisons ont été faites avec des États européens, l'Allemagne par exemple, hein, qui sont organisés autrement. Eh bien, ces comparaisons ne sont pas à l'honneur de la France. Donc, je crois que nous devons véritablement dire avec force que nous avons besoin de compétences nouvelles. Alors, ces compétences, bien sûr, il faut les réclamer et les exercer, bien sûr, en fonction de nos orientations, qui sont des orientations nationales et sociales, hein, puisque la libération nationale et la libération sociale sont tout à fait liées. D'ailleurs, là, on parle maintenant du monde d'après. Hein. Bon, et à Paris, ils aiment bien cette expression, le monde d'après. Bon, peut-être aurait-il fallu y penser avant au monde d'après. Hein. Nous, bon, pour notre part, modestement dans notre coin, nous avons travaillé sur un certain nombre de sujets qui sont nous semble-t-il, importants sur le plan social. Et nous ne sommes pas les seuls à travailler sur l'innovation sociale. Hein. Je pense, indépendamment du revenu universel, je pense à la démarche territoire zéro chômeur de longue durée. Nous avons beaucoup travaillé avec le président de l'association, Laurent Grandguillaume, qui est venu en Corse à plusieurs reprises. Il va y avoir une loi qui va être votée en principe dans les semaines à venir pour la deuxième phase d'expérimentation. Vous savez, territoire zéro chômeur de longue durée, ça marche parce qu'il y a eu une première vague d'expérimentation et certains territoires, ça a marché à peu près partout, et certains territoires sont parvenus à l'exhaustivité, c'est-à-dire à l'éradication totale du chômage de longue durée. Donc, le gouvernement a été extrêmement long à convaincre de prendre une nouvelle loi pour une deuxième vague d'expérimentation. La Corse a beaucoup travaillé, hein, notamment, donc nous avons travaillé à la collectivité de Corse et à l'Assemblée de Corse plus particulièrement, nous avons travaillé sur cette question pour que la Corse participe à la deuxième vague d'expérimentation, hein, parce que nous aussi, nous avons un grand nombre de chômeurs de longue durée et que nous savons que ces modalités qui sont particulièrement astucieuses ont fonctionné. Donc, c'est complémentaire, je dirais, le revenu universel, territoire zéro chômeur de longue durée. Il y a également une autre notion très intéressante et j'insiste souvent sur les travaux qui ont été menés par Bernard Stiegler, qui est décédé il y a seulement quelques semaines, donc à travers l'Institut l'IRI, mais qui poursuit son travail sur le revenu contributif, qui pourrait être un prolongement du revenu universel. Alors bon, c'est un peu technique, peut-être ce serait difficile de l'évoquer aujourd'hui dans un tel cadre, mais j'invite ceux qui ne connaissent pas cette notion de revenu contributif à aller voir le travail de l'IRI, les conférences du regretté Bernard Stiegler et de Vincent Puig, qui travaillait avec lui et qui poursuit donc le travail. C'est vraiment ça aussi de l'innovation sociale porteuse d'avenir. Et je pense que pour des mouvements comme le nôtre, qui sont à la fois des mouvements de libération nationale, mais également de libération sociale, je crois que le travail sur l'innovation sociale dans une telle situation, celle que connaît aujourd'hui la planète et l'Europe en particulier, je crois que c'est plus opportun que jamais. Alors, on a une question un peu plus précise sur le revenu universel. Donc, la gestion se fera par l'administration fiscale, mais la collectivité de Corse contribue-t-elle au financement et comment? Alors, dans le système que nous proposons, le RSA disparaîtrait. Alors attention, hein, il ne s'agit pas
de remplacer le RSA par autre chose. Hein. Le projet de revenu universel, ça n'est pas une simplification, ça n'est pas une simple simplification des prestations sociales, qui, il est vrai, en France, sont particulièrement complexes. Mais ça, c'est un peu l'esprit du RUA, hein, donc, qui semble d'ailleurs mal en point aujourd'hui. Hein. Donc, la simplification du versement des prestations sociales, c'est pas du tout ça. Le revenu universel, c'est une démarche qui, philosophiquement, est tout à fait différente, puisqu'elle part du principe que, par le simple fait d'exister, eh bien, on a droit à une petite parcelle des richesses de l'humanité permettant de vivre, et de vivre de manière digne, quoi. Voilà, et avec, je dirais, la possibilité de faire face à ses besoins matériels, mais évidemment pas d'avoir, je dirais, des revenus qui seraient superflus. C'est le revenu universel, c'est se placer au-dessus du seuil de pauvreté, c'est ça. Et bien entendu, ça n'est pas exclusif du travail, ça n'est pas une atteinte à la valeur travail, parce que avec un revenu universel, quelqu'un qui travaille ne peut qu'améliorer sa situation matérielle. Alors qu'aujourd'hui, parfois, il y a des arbitrages qui sont faits par certaines personnes qui comparent finalement leurs revenus avec les prestations sociales et leurs revenus en travaillant, se rendent compte qu'ils n'ont même pas intérêt à travailler. C'est vrai que c'est un peu malsain de placer les gens face à cette alternative. Donc, s'agissant, donc j'en reviens à la question de manière plus précise, que fait la collectivité dans un tel cas? Alors, la collectivité, déjà, c'est elle qui gère le RSA aujourd'hui, hein, dont on ne sait pas ce qu'il représentera comme volume financier dans les mois à venir. Parce qu'il y a de fortes chances pour que le nombre de bénéficiaires du RSA, malheureusement, soit beaucoup plus important dans les temps à venir. Donc, je dirais, ce volume financier qui est aujourd'hui affecté par la collectivité au RSA, ce volume financier serait bien entendu réorienté vers le revenu universel. Donc, ce serait en quelque sorte, je dirais, l'évolution qui... Mais j'insiste sur ce fait. Bien sûr qu'avec le revenu universel, le RSA disparaît, mais ça n'est pas uniquement, je dirais, une substitution du revenu universel, une substitution du revenu universel au RSA. C'est pas du tout ça. Hein. Mais effectivement, le RSA et donc l'enveloppe qui aujourd'hui est maîtrisée par la collectivité de Corse s'agissant du RSA, cette enveloppe serait évidemment réorientée vers le revenu universel. Donc c'est la collectivité de Corse qui financerait ce revenu universel en puisant dans l'enveloppe du RSA. Partiellement, parce qu'il y aurait un surcoût. Hein. Il y aurait un surcoût, et ce surcoût, il va falloir trouver effectivement les moyens de le financer. Mais de toute façon, encore une fois, compte tenu de la crise, de la crise sanitaire et de ses conséquences aujourd'hui en matière économique et sociale, il y a beaucoup d'argent qui est mis, je dirais, aujourd'hui au service de la relance économique et au service de la survie simplement de certaines entreprises et même de la survie de certaines familles. Parce qu'on sait qu'il y a eu donc un versement donc extrêmement modeste dès le début de la crise aux entreprises pour essayer de faire en sorte dans le cadre du fonds de solidarité pour faire en sorte que ces entreprises non seulement ne disparaissent pas, mais surtout que les chefs d'entreprise ne soient pas face à des besoins alimentaires. Là, on parle de toutes petites entreprises. On parle de personnes qui faisaient leur commission le soir avec la caisse de leur commerce. Vous voyez, c'est ça. Je veux dire, on ne parle pas là de multinationales, on ne parle pas de grandes entreprises. On parle de personnes qui ont été plongées dans la précarité d'un coup par le fait qu'on leur a imposé, pour des raisons sanitaires, la fermeture de leur établissement. Donc, aujourd'hui, je dirais, la question n'est pas de savoir si l'État va être obligé de mettre beaucoup d'argent pour empêcher un chaos social sans précédent, parce que la réponse à cette question, nous la connaissons. Nous ne connaissons pas l'ampleur, mais nous savons qu'il va y avoir des problèmes sociaux extrêmement importants et qu'il faudra mettre beaucoup d'argent. Alors, le projet qui est le nôtre, donc il a été calculé par l'expert qui a travaillé avec nous, Marc de Bastia,
de Basquiat, que s'il devait être mis en œuvre à l'échelle de la France, cela coûterait 25 milliards d'euros. Bon, 25 milliards d'euros, sincèrement, compte tenu de l'ampleur de la crise et de ce qu'il va falloir mettre comme argent pour y faire face, ça n'est rien. Ça n'est pas... voilà. Donc, cet argent qui va être mis aujourd'hui donc sur la table pour permettre de ne pas avoir affaire à un véritable chaos sur le plan social, cet argent, il faut qu'il soit dirigé de la manière la plus juste socialement, hein, cette notion de justice sociale. Il va falloir qu'il soit dirigé de la manière la plus méthodique pour avoir un effet le plus important possible sur la situation des plus défavorisés, parce que je crois qu'il faut s'occuper en priorité de ceux qui vont aujourd'hui le plus mal. Il y en a qui étaient déjà en difficulté avant la crise. Aujourd'hui, ils sont dans une situation encore plus difficile. Il y en a qui n'étaient pas en difficulté et qui sont aujourd'hui en difficulté. Donc, encore une fois, s'agissant donc du financement de ce revenu universel, il y a effectivement, à partir du moment où le RSA disparaît, il y a effectivement les sommes qui sont affectées au RSA qui peuvent être réaffectées au revenu universel, mais il va falloir mettre de l'argent en plus. Mais cet argent, il va falloir quand même de toute façon le mettre. Vous voyez ce que je... Donc, aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si il va falloir dépenser de l'argent ou pas pour faire face à la crise économique et sociale qui est largement devant nous. Parce qu'elle a commencé, mais le pire, malheureusement, d'après tous les spécialistes, est à venir. La question n'est pas de savoir si on va être obligé de dépenser de l'argent pour faire face à la crise. La question est de savoir comment et combien. Très bien, merci pour ces précisions. Donc, bon, on n'a pas de questions supplémentaires là, venant de nos participants. Je ne sais pas si on a fait le tour de la question du revenu universel. Si tu veux rajouter quelque chose, Jean-Guy, ou si tu penses qu'on a dit l'essentiel. Alors, je pense effectivement qu'on a dit l'essentiel, mais je crois que ce qui est important de bien comprendre, c'est que le revenu universel, ce n'est pas une mesure uniquement technique. Bien sûr qu'il y a l'aspect technique, hein. Bon, mais c'est une nouvelle donne. Ça participe un peu de ce New Deal civilisationnel auquel appelle Edgar Morin, notamment, hein, le philosophe Edgar Morin, le penseur Edgar Morin. C'est vrai qu'il fait observer qu'avec l'unification techno-économique de la planète, il y a une espèce de communauté de destin qui s'est créée, mais aujourd'hui c'est une communauté de destin sans solidarité. Eh bien, il faut passer de cette communauté de destin sans solidarité à l'échelle de la planète, mais aussi à l'échelle des nations comme la nôtre, hein, et à l'échelle de l'Europe également. Il faut passer de cette communauté de destin sans solidarité à une communauté de destin solidaire. Donc c'est vraiment une question. C'est une politique de civilisation, hein, pour utiliser encore une expression d'Edgar Morin. C'est une politique de civilisation qu'il faut mettre en route. C'est beaucoup plus qu'un ajustement des prestations sociales, qu'un ajustement techno-économique. C'est vraiment, je crois, quand on dit le monde d'après, oui, pourquoi pas utiliser cette expression, mais il faut vraiment construire autre chose et rompre avec les logiques actuelles qui nous ont amenés aussi largement dans cette situation, à savoir la logique ultralibérale. Ça ressemblait à une belle conclusion. Merci beaucoup pour… Merci à vous, merci à toutes et à tous. Merci pour ton intervention et on suivra de près ce qui se passe en Corse et surtout si vous arrivez à mettre réellement en place cette expérimentation, je crois que ce sera riche en enseignements pour tout le monde parce que comme tu le disais, hein, on est contraint de trouver des solutions à des problèmes qui étaient antérieurs à la crise, que la crise a peut-être exacerbé et en ce qui nous concerne en tout cas, on est convaincu que les solutions seront globales en partie, mais elles seront en grande partie aussi locales et donc ça va nous amener, comme vous l'avez fait en Corse, chacun d'entre nous, à l'échelle de nos territoires, à réfléchir aussi à la mise en place de ces alternatives. Voilà. Beraz, honekin bukatuko dugu, eskertuz Jean-Guy Talamoni. Alors, pas de Giornata di Corti en août cet été, hein, donc on n'a pas pu, comment on le fait, maintenir ce lien. Non, peut-être quelque chose, je ne sais pas, peut-être quelque chose va être organisé prochainement, d'après nos informations. Oui,
Oui, mais en même temps, nous sommes soumis à l'évolution de la crise sanitaire et donc on essaye de s'organiser, mais au jour le jour, c'est vraiment très très compliqué. On avait prévu de faire quelque chose de là en septembre, on va probablement le faire, mais sous quelle forme? Vous aussi d'ailleurs, vous avez revu un petit peu les modalités d'organisation de votre université d'été. Et nous-mêmes, nous sommes en train de réfléchir à l'évolution des modalités que nous avons prévues il y a seulement quelques semaines. Tout à fait. Mais comme on l'a vu ce soir, Jean-Guy, on est très au point techniquement parlant. Oui. Donc, enfin, si vous parlez on pour est, vous, parce que si, vous êtes au point, mais nous, non. Hein. Vous avez pu le voir. Si on a la possibilité de participer à ce rendez-vous annuel, même de manière virtuelle, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup en tout cas et bonne continuation dans votre travail. Bientôt, alors. Milesker, merci, à bientôt. Parte hartu duzuen guzieri milesker, barkamenak berriz ere izan dugun problema tekniko horrengatik eta moztura horrengatik. Bon, baldintza horietan eginda, pentsatzen dut ala ere hainbat irakaspen atera direla, eta horien konkretizatzeko suertea ere desiratzen diegu kortxikarrei. Hala, gauan guziei eta laster arte.